Les retournements que j'évoquais s'imposent dès lors. La Coulabart et Nancy avaient choisi de mettre en exergue de la panique politique cet extrait de Freud dans Psychologie des foules et analyse du monde. Je cite Freud, cité par Lacoue et Nancy. En concevant la panique comme un des phénomènes les plus révélateurs du groupe Mind, on aboutit à ce paradoxe que l'âme collective se supprime elle-même dans une de ses manifestations les plus caractéristiques. Très puissante est cette phrase que je lis justement aujourd'hui, maintenant et depuis, comme appel à cette relance du politique encore. Et si, donc je dis depuis le début, relancer le politique, non pas rejouer le politique cette fois-ci, mais bien relancer le politique, j'insiste sur la relance parce que ce que l'on relance, littéralement, c'est ce qui s'est ou ce qui a été arrêté. Arrêté dans son mouvement même. Coup d'arrêt, dit encore la langue, interruption. Petite interruption. Ah, avec plaisir, ça tombe hyper bien parce que j'ai dit interruption. Mais justement, on est d'accord pour Freud, c'est juste ça. Oui. Quand il dit ça, Freud, Oui. il dit ça pour dire à quel point l'âme collective, ça n'existe pas. À quel point ça disparaît avec la panique. Non, à quel point c'est une histoire de Gustave Le Bon, mais c'est pas une histoire de psychanalyste. Justement, c'est là que ça devient compliqué. Absolument vrai. Vous avez raison. Et en même temps, vous vous souvenez des premières phrases du texte. Ben, je ne les ai pas forcément en tête. Et en gros, il dit que le collectif, Lacan reprendra la phrase d'ailleurs, en disant que le collectif est le sujet de l'individuel. Oui, dans la logique, dans son logique. Mais c'est pas. Oui, mais il prend ça de psychologie des masses, il le dit très clairement. Oui, malheureusement, je n'ai pas la citation là, mais là, pour le coup, pour le début de psychologie collective, c'est hyper important. Parce qu'il faut quand même retenir que pour Freud, ça n'existe pas. Absolument. Et ce qu'il est en train d'expliquer, c'est aussi que la panique détruit collectivement. C'est pour ça que je voulais citer ça. Donc l'âme collective, évidemment, c'est pour ça qu'il cite même le groupe Mind, etc. Ça n'existe pas. Le collectif, non pas l'âme collective, c'est tout à fait fondamental, d'où l'existence de Psychologie des foules et Analyse du moi, du Moïse et de quelques autres, je crois. Donc, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on peut dire que la psychanalyse est politique du début à la fin, puisqu'il va dire que c'est la psychanalyse qui lui permet de passer du sujet individuel au collectif. Ça, c'est les premières pages de Psychologie des foules et Analyse du moi. Vraiment. Et j'avais cité longuement ça l'année dernière, je le ramènerai si vous voulez. Ça existe, le collectif ou pas? Non, mais sérieusement, je vous demande. Est-ce que pour vous, le collectif est quelque chose qui existe? C'est complexe. Bien sûr, mais c'est le complexe qui fait que c'est politique. Certes. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Freud écrit absolument. Pour dire l'âme collective, non, il n'y a pas d'âme collective, il n'y a pas de pulsion collective, c'est du singulier, c'est de l'individuel. Absolument, ça je suis parfaitement d'accord avec vous. Donc, je disais interruption, et le politique s'est arrêté. C'était il y a quelques jours seulement. Comment on pourrait dire ça autrement? Cet arrêt-là, qui est aussi un arrêt de mort, signifie l'urgence de la relance. Je cite de nouveau le passage que j'ai déjà cité d'Arendt. Mais les armes et le combat font partie du champ de la violence, et la violence, en tant qu'elle se distingue du pouvoir, est muette. La violence commence là où s'arrête la parole. Utilisés pour se battre, les mots perdent leur qualité de parole, ils deviennent des clichés. L'intensité avec laquelle les clichés se sont immiscés dans notre langage et nos débats de tous les jours semble donner la mesure de la façon dont nous nous dépossédons nous-mêmes de la faculté de parole. Donc, ce que je n'ai peut-être pas suffisamment précisé tout à l'heure, en lisant cet extrait, qui à chaque relecture m'apparaît décisif, c'est que si la violence commence là où s'arrête la parole, c'est que la violence est arrêt de la parole, soit. Mais l'arrêt de la parole est ce qui signifie l'arrêt de la politique. La politique repose sur la parole. C'était une des propositions fortes et éclairantes de Milner, sur laquelle nous avions commencé à travailler
en ouvrant son livre pour une politique des êtres parlants. Je vais en rappeler, je vous avais dit que je le ferais quand je parlerai de quelque chose, donc je vais en rappeler les principaux moments parce que... Ah, il est 22h53. Je rappelle Milner et on arrête. Et je reprendrai là. Hein, ouais, je rappelle Milner et on arrête. Ça vous va? Vous êtes gentil. Donc, j'en rappelle les principaux moments parce que le séminaire se réengage sur cette base qui nous semble aussi solide que nécessaire pour la relance du politique. La mise à mort, écrit Milner, des autres ou de soi-même ne peut pas être la fin suprême de la politique. Là où règne la politique, elle souhaite se perpétuer, sa perpétuation exige que l'on continue à pouvoir parler politique. Donc, le parler politique, d'après Milner, se donne comme condition du politique. Et là, Milner rejoint une thèse très puissante de Arendt encore, qu'il faudra méditer sans doute. Je l'avais cité l'année dernière. Arendt disait « Dès que le rôle du langage est en jeu, le problème devient politique par définition, puisque c'est le langage qui fait de l'homme un animal politique. Dès que le rôle du langage est en jeu, le problème devient politique par définition. » Et vous vous souvenez sans doute que nous avions alors évoqué cette thèse plusieurs fois, et elle sera encore mon sous-texte quand je tenterai de dire un peu mieux ce questionnement politique à venir. Je continue sur ces propositions de Milner autour du politique et de ce qui fait le politique, mais encore surtout de ce qu'a à faire le politique pour pouvoir être politique. Milner, ni la mort héroïque, ni le massacre lâche, ni le suicide, ni l'attentat ne doivent régler l'entrechoc entre l'être plusieurs et l'être parlant des êtres parlants. La mise à mort n'est ni un moyen majeur, ni une fin suprême de la politique. Cela peut se résumer ainsi, et ceci est fondamental. En politique, la demande de survie n'est pas seulement légitime, mais elle est, en dernier ressort, la seule légitime. Et puis, il écrit « La demande de survie est au fondement des droits et des libertés parce qu'elle est au fondement de la politique. Elle est au fondement de la politique parce que la politique est affaire d'êtres parlants et que ceux-ci sont toujours déjà en surnombre. Que la demande de survie vienne du courage ou de la lâcheté, de la générosité ou de l'égoïsme, de la faiblesse du corps ou de la force de l'entendement, qui s'en soucie, hormis les pudibonds? La politique ne consiste pas à se demander pour qui ou pourquoi on doit mourir, mais pour qui ou pourquoi on doit vivre, et je m'arrête là-dessus. Merci beaucoup pour votre attention et vos questions, et votre présence, et à la prochaine. Merci beaucoup. Jean-Jacques. Mathias, Jean-Jacques, qui? Non, je voudrais juste, à propos de Ceylan, rappeler cette référence. Enfin, en tout cas, lui, il l'avait en tête, ça c'est sûr. C'est celle du petit poème de Heine sur Atlas, donc qui est connu surtout à cause du livre de Schubert. Bon, ça dit ça, hein. Ich bin Glückseele. Atlas, eine Welt, die ganze Welt muss ich tragen. C'est-à-dire, je dois porter le monde. C'est la phrase même. Oui. Bon, là, c'est Atlas. Oui. Mais j'ai pensé parler d'Atlas longtemps, mais je ne parlais que d'Atlas finalement. Mais, Non, mais il faut voir aussi, vous avez absolument raison pour tout ça, mais il faut voir aussi